pour la deuxième table ronde de l'après-midi. On va se concentrer sur l'entreprise. J'avais vu quelques questions dans la première table ronde autour de l'entreprise, précisément sur les questions qui avaient été évoquées, sur la résilience. Est-ce que les entreprises sont résilientes? Est-ce qu'on introduit, est-ce qu'on éduque les salariés à la résilience? On va parler de cela et de beaucoup d'autres choses. Est-ce que l'entreprise est devenue responsable de ces sujets de risque et de participation aux grands choix de société? Est-ce que l'entreprise est responsable des choix de société? Est-ce que l'entreprise est devenue politique? Pour répondre à tous ces sujets et à la question fondamentale de savoir si votre métier, si le risque management est ou doit être la matrice d'un capitalisme responsable, j'appelle maintenant Emmanuel Duez, Myriam El Khomri, David Giles et Denis Thérien. Bienvenue, installez-vous. Voilà, très bien. Denis ici, à côté d'Emmanuel. Quelques mots pour vous présenter. Denis Thérien, je commence avec vous puisque vous êtes à côté de moi. Un grand patron, un entrepreneur ouvert, curieux, engagé. Aujourd'hui, Denis Thérien est le patron de l'Institut français des administrateurs, l'IFA, qui est en fait une structure que vous connaissez probablement pour un grand nombre d'entre vous, qui forme les administrateurs aux grands principes de gouvernance et même à la connaissance de la gestion de l'entreprise et de la surveillance de l'entreprise, soit dans les conseils d'administration, soit dans les conseils de surveillance. Denis a été pendant 8 ans, 9 ans, président d'Entreprise et Progrès, structure patronale qui fait partie des organismes qui ont une vision du patronat très ouverte et très, très moderne, j'allais dire. Voilà. Emmanuel Duez, qui est à côté de vous, bonjour. Vous êtes la fondatrice du Boson Project, qui est un cabinet conseil, un think tank, un organisme. Vous allez nous dire ce que c'est et vous nous expliquerez évidemment quelle est votre mission et comment est-ce que vous intervenez, puisque vous intervenez beaucoup dans cet univers de la formation à la responsabilité dans les entreprises. David Giles, vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes auteur de plusieurs livres. Là aussi, je le dis, on va mettre la liste des livres publiés par nos différents invités sur le site de l'AMRAE. Vous avez publié « La guerre civile n'aura pas lieu ». Voilà, ça c'est notre bouffée d'optimisme en début de débat. On l'aura peut-être à la fin aussi, on verra bien. Mais vous nous direz pourquoi vous pensez que ce qu'on a évoqué quand même tout à l'heure au cours des tables rondes n'était pas un risque prégnant en tout cas. Et vous avez publié aussi « Slow démocratie » comme slow comme lent ou lente démocratie. Vous êtes prof à Sciences Po. Myriam El Khomri, ancienne ministre. Si on m'avait dit un jour que la station balnéaire de Deauville, station chic, serait l'endroit où les anciens ministres socialistes préfèrent se retrouver, je ne l'aurais pas cru, on va dire. On a toujours été très bons vivants avec Bernard. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ancienne ministre de la ville, mais surtout du travail et de l'emploi. Ça a été le moment le moins slow de votre carrière politique. Vous aviez vécu... essayer de vivre l'inversion de la courbe, la fameuse inversion de la courbe. Je l'ai vécu. Ça a été dur. Hein, ouais. Depuis le dernier trimestre 2015. Voilà, ouf. Et puis la loi El Khomri, vous faites partie de ces hommes et femmes politiques qui ont donné leur nom à une loi. On dit que c'est un objectif absolu dans la vie d'un homme ou d'une femme politique d'avoir une loi à son nom. Je ne sais pas si ça vous a toujours fait plaisir d'avoir une loi à votre nom, parce que ça n'a pas été toujours le grand plaisir de votre famille politique. Disons que la courbe de popularité et de notoriété n'ont pas fonctionné de la même manière. Voilà, exactement. En tout cas, cette loi a précédé les autres lois et les autres réformes du droit du travail. Et elle avait, en tout cas, créé beaucoup de débats et sûrement fait progresser la réalité dans l'esprit de beaucoup de Français sur ce que doit ou ce que peut être le Code du travail. Aujourd'hui, vous êtes directrice du pôle conseil de Ciacis Saint-Honoré. Donc, vous travaillez dans une entreprise privée, ces entreprises que vous avez vues de l'autre côté de la barrière lorsque vous étiez ministre. Je vais commencer avec vous. Est-ce que l'entreprise, c'est le thème de notre session, est-ce que l'entreprise est devenue ou devient politique ? Bonjour à toutes et à tous et merci à la présidente de son invitation. Alors, la question elle pouvait sembler incongrue, mais elle ne l'est plus.
elle pouvait, et je vais essayer d'y répondre, mais c'est vrai que l'entreprise, à une époque où la classe politique est à mauvaise presse, elle peut en effet paraître très incongrue. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est une question moi qui m'intéresse puisque j'ai eu la chance de connaître ces deux univers, le monde du politique et le monde de l'entreprise, et qu'il est toujours intéressant de se demander d'abord qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces deux mondes-là. Ce sont d'abord tous les deux des champs de force et des champs de rapport de force. Et surtout, c'est aussi des espaces de construction collective qui s'appuient à la fois sur un récit et sur des résultats. Et de ce point de vue-là, rapport de force, récit, résultat, si on oublie une de ces dimensions, que ce soit dans le monde politique, et j'en sais quelque chose, ou dans le monde de l'entreprise, on va vers l'échec. Si on remonte encore à il y a plus de 50 ans, moi je me rappelle, et tout le monde se rappelle ici, la phrase de Morgan Friedman qui disait « La responsabilité sociale d'une entreprise, c'est avant tout d'augmenter son profit ». Aujourd'hui, et l'introduction de Madame la Présidente de l'AMRAE tout à l'heure était aussi le capitalisme financier est aujourd'hui dépassé, va vers sa fin. Donc oui, il y a une forme de capitalisme responsable, ou en tout cas de capitalisme politique peut-être, qui est destiné à lui succéder. Il y a plusieurs indices, à mon sens, à cela, au-delà du contexte qu'on a vu avec une forme de crise au carré, à la fois une crise de la démocratie et une crise de la démocratie par une forme peut-être d'impuissance du monde politique, et une crise du capitalisme par son inconscience. On voit bien qu'aujourd'hui repose sur les entreprises, en tout cas la frontière entre les deux, et on demande aux entreprises justement d'avoir une certaine responsabilité. Et il me semble que ce n'est pas un effet de mode, mais c'est un mouvement aujourd'hui qui est obligatoire pour bon nombre d'entreprises. Alors on a plusieurs indices à cela, on a de la philanthropie dans le passé, un CEO activisme qui aujourd'hui embrasse des causes qui n'ont aucun lien avec l'objet même de leur entreprise. Alors ça va être, par exemple, aux États-Unis, après la sortie de Donald Trump du pacte de Paris, de la COP 21, il y a eu un mouvement d'entrepreneurs Still In qui justement est veillé à basculer cela, et quelque part la défense de la cause devient est le meilleur slogan commercial. Ça, c'est déjà un élément et une forme d'incarnation. On passe aussi d'une notion de profit à une notion d'impact. Et de ce point de vue-là, voilà, je pense qu'au-delà même des postures individuelles des dirigeants, il y a aujourd'hui une grille de lecture qui s'est beaucoup modifiée, et je pense que les risques managers en ont complètement conscience. Avant, l'objet premier de l'entreprise était la création de richesse et la rentabilité. Et aujourd'hui, en gros, clairement, avant, c'est sans profit, il n'y a pas de survie. Aujourd'hui, de fin, c'est peut-être, on l'espère en tout cas, c'est peut-être en train de devenir un moyen. Et les concepts, ils fleurissent. Entreprise à projet, entreprise inclusive, entreprise d'intérêt général, entreprise à mission, entreprise citoyenne. Donc, l'évolution sémantique, elle dit quand même quelque chose d'une évolution beaucoup plus systémique qui est aujourd'hui, car comme si pour surmonter l'impuissance politique ou l'inconscience du capitalisme, l'entreprise aujourd'hui était investie quelque part d'une responsabilité nouvelle qu'elle se devait, qu'elle se doit même aujourd'hui d'assumer. Et autre part, on a ancré dans la loi, notamment la loi Pacte, ce qu'on appelle la raison d'être des entreprises. Et donc autour de la raison d'être des entreprises, c'est aussi une manière d'avoir peut-être un pouvoir inversé et qui est important, qui est celui, c'est même un pouvoir inédit qui est donné aux consommateurs, parce qu'au-delà de la mondialisation des échanges, il y a une mondialisation médiatique aussi. Donc à la fois des consommateurs et puis des investisseurs responsables qui ont un pouvoir comme jamais ils n'ont pu avoir.
Et donc on ne demande pas juste à l'entreprise, au titre de sa RSE, de limiter les impacts négatifs, on lui demande d'avoir des impacts positifs. Et mieux, enfin j'ai envie de dire même mieux encore, c'est que quelque part, un projet d'entreprise n'a de sens que elle doit être mise au service d'une cause qui la dépasse. Elle doit être mise au service. Vous regardez les slogans aujourd'hui de grandes entreprises, par exemple, Danone, aujourd'hui, c'est la nutrition dans le monde. Michelin, ce n'est plus des pneus, c'est une autre façon de circuler. Vous le voyez même à travers des repères, des slogans aujourd'hui de ces entreprises-là. Donc on voit bien que la question du sens et de la performance globale, elle est clairement posée aujourd'hui. Et autour de cela, c'est quoi? C'est l'affirmation d'un capital humain. Le capital humain, les salariés, la notion d'engagement des collaborateurs, la notion de la performance sociale et la performance économique doivent s'allier dans le même sens. Moi, je travaille pour le groupe CIACI Saint-Honoré. Aujourd'hui, à travers les données qu'on peut avoir en prévoyance, tout l'objectif, c'est par exemple, dans la lutte contre l'absentéisme, c'est de traiter... quand on voit que 30% des arrêts longs étaient des arrêts perlés l'année précédente, comment on va aider l'entreprise à faire que la santé au travail, que la prévention, que des nouvelles formes de management soient mises en œuvre justement pour améliorer et la performance sociale et aussi la performance économique de ces entreprises-là. Est-ce que vous diriez que le profit n'est plus une fin mais un moyen précisément d'atteindre ces buts? Je dirais plutôt que l'homme est un moyen, est une fin. Le profit. Je dirais plutôt que l'homme est à la fois le moyen et la finalité aujourd'hui. Et le profit, c'est quand même important, non? Oui, le profit, bien évidemment. Rassurez-moi. Je ne suis pas une affreuse gauchiste. D'ailleurs, on m'en a fait suffisamment le procès. Je dis juste qu'aujourd'hui, le profit doit aussi permettre... l'objet premier n'est pas juste le profit. N'est pas seulement celui-là. Exactement. C'est ce qu'on appelle une forme de capitalisme responsable. Bien sûr. Je laisse David sur le on va en parler dans un instant, mais juste un mot sur ce que vous développiez sur la raison d'être, la loi Pacte, la manière dont un certain nombre d'entreprises avaient d'ailleurs précédé ce genre d'évolution induite par la loi. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il n'y a pas d'injonction législative. Il y a des formes d'encouragement à. Il n'y a pas d'obligation, par exemple, à avoir une raison d'être pour une entreprise. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, de transformer l'entreprise en entreprise à mission. Pourquoi est-ce que l'État, si il est persuadé, comme vous l'êtes, par exemple, de cette absolue nécessité d'une transformation du capitalisme, pourquoi est-ce qu'il se contente de le suggérer ou simplement de l'encourager? Est-ce que c'est une forme d'émission du politique face à l'entreprise? Est-ce que c'est une façon de transmettre, au fond, le témoin de la responsabilité politique sur ces sujets sociétaux, du politique à l'entreprise? Je pense que le rapport de force est en train de s'inverser. On l'a vu tout à l'heure avec le témoignage de Corentin, qui n'ira pas travailler dans n'importe quelle entreprise, que ce rapport de force est inversé vis-à-vis à la fois des salariés, dans ce cadre-là, typiquement, et je pense que tout à l'heure, vous avez eu le semblé de ne pas finir sur une note d'optimisme, et moi, je suis plutôt optimiste, à la fois par nature et par raison, quand je vois aujourd'hui les millennials et ce qu'ils attendent justement dans cette quête de sens. Oui, vous avez noté quand même que les consommateurs, 20 à 30% des élèves de Polytechnique, Supaéro, Agro, etc., ça veut dire qu'il y en a 70 à 80% qui n'ont pas signé. Ah mais tout à fait. Ouais. Mais et qui je poursuis le raisonnement de Corentin. À mon époque, ouais. Il n'y en avait pas. Non mais on n'aurait jamais pensé. Mais à votre époque, il y a plein de gens qui auraient refusé de travailler pour les cigarettiers, par exemple. Ou pour des fabricants d'armes. Vous voyez? Oui. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que le consommateur, on met beaucoup je pense que le rapport est quand même inversé vis-à-vis des investisseurs, des responsables, vis-à-vis surtout de la mondialisation du fait d'une transparence extrême aujourd'hui. Oui. Et que le rôle que joue aujourd'hui, on a quand même aujourd'hui, vous pouvez vous faire carboniser
clairement, une entreprise peut se faire carboniser par un tweet d'un de ses collaborateurs très rapidement. Et donc ça change quand même. Et c'est ça qui inverse le rapport de force. Et je pense qu'à mon époque... Ça n'existait pas. Bah non. Donc c'est très récent. Enfin, je ne suis pas si vieille que ça. C'est ce que je dis, c'est très récent, c'est ce que je dis. David Jarrett, ce nouveau capitalisme, vous le voyez comment? Quels sont ses défis? Puisque la question, c'est celle des liens entre entreprises et sociétés, moi je voudrais essayer de poser quelques jalons pour montrer à quel point on est dans une situation inédite par rapport aux deux grands paradigmes qui ont dominé depuis le XVIIIe siècle. Le paradigme libéral, c'est un paradigme dans lequel l'entreprise est à sa place et l'harmonie sociale advient, chacun allant à ses intérêts particuliers, concourt à l'intérêt général. C'est le principe de la main invisible. Et au fond, l'optimum social s'obtient si on touche le moins possible à la liberté des acteurs économiques, à la liberté du marché, et les entreprises sont des opérateurs de marché. L'autre grand paradigme politique, c'est le paradigme social-démocrate. Et je voudrais soutenir que ce paradigme-là aussi ménage à l'entreprise et à la société des places bien définies et séparées l'une de l'autre. Finalement, il y a l'entreprise qui produit, on l'a vu dans les 30 Glorieuses, dans les économies industrielles des 30 Glorieuses, les entreprises font des gains de productivité, l'industrie européenne a rattrapé l'économie américaine, et elle dégage un taux de profit important, mais une partie de ce taux de profit est captée par le prélèvement fiscal, par les cotisations sociales. Et cette force de prélèvement fiscal sert à financer une protection sociale qui croît, un approfondissement de la démocratie, on le voit dans le taux de participation aux élections durant les 30 Glorieuses. Et finalement, là encore, on a la fonction microéconomique de l'entreprise et la fonction macroéconomique de l'État ou de la puissance publique comme gestion du risque. Il me semble que nous entrons dans une ère totalement différente de décloisonnement finalement des deux, c'est-à-dire de l'entreprise et de la société. Et pourquoi ce décloisonnement? Myriam en a un peu parlé, on est confronté à 3 crises d'une ampleur inédite. La première, finalement, celle qui a été le séisme sous-marin annonciateur des deux autres, c'est la crise financière de 2008, crise qui ensuite s'est muée en crise économique, et dont les effets de traîne sont encore palpables sur les sociétés occidentales, notamment en termes de fragilisation des classes moyennes. Cette crise économique, elle a comme lointaine cousine une crise de la démocratie qu'on mesure aujourd'hui avec la montée du national-populisme, le retour du risque politique, la fragilisation de la démocratie libérale dans un certain nombre de pays. Et puis la crise la plus diffuse et en même temps la plus massive, c'est la crise environnementale. Et face à ça, on a des armatures de puissance publique, à commencer par des États-nations, qui sont extrêmement affaiblies et qui sont incapables de faire face à ces crises. Pour parler un langage plus managérial, je dirais, ils sont incapables de délivrer. Ils sont incapables de délivrer les 2 degrés, par exemple, sans le concours des autres acteurs sociétaux, à commencer par les entreprises. Et donc, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler devant les risk managers, il y a un décloisonnement des enjeux macro et micro. Quand on est risk manager dans une entreprise, on fait des cartographies des risques, on fait des plans d'audit pour l'entreprise, donc de manière très micro. Mais aujourd'hui, les enjeux micro et les enjeux macro sont totalement interdépendants. Et donc, de plus en plus, l'entreprise va être amenée à se poser des questions, comme le dit souvent Jean-Marc Jancovici. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à 2 degrés? Climatologue. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui va rentrer dans les objectifs fixés par l'accord de Paris, c'est-à-dire un réchauffement capé, plafonné à 2 degrés? Parce que c'est très bien que les États s'engagent sur des objectifs de 2 degrés. Mais si on veut atteindre ces objectifs de 2 degrés, ça ne marchera pas uniquement par de la réglementation et des taxes, contrairement à ce que croient certains économistes. Ça marchera par un changement des comportements individuels, bien sûr, de façon d'habiter, de se déplacer, etc., mais aussi des comportements économiques des entreprises. Et donc les risk managers doivent aussi intégrer cette dimension-là dans les cartographies qu'ils sont amenés à faire dans leurs entreprises. Il en va de même pour le risque géopolitique. On a aujourd'hui, après 20 ans de mondialisation libérale où les chaînes de valeur ont été de plus en plus fragmentées, éclatées partout dans le monde, un phénomène de re-régionalisation ou de reconcentration des chaînes de valeur pour des raisons simples, les guerres commerciales qui se profilent, le risque géopolitique qui s'aggrave, et puis sans doute aussi des opinions publiques qui sont de plus en plus insistantes sur la question climatique et qui vont demander une taxation du kérosène, une taxation du fuel maritime, qui vont renchérir les coûts de coordination et les coûts de transport. Ces dimensions-là vont être intégrées. Une taxation des autres. Alors, on est souvent plus prompt à demander la taxation des autres que sa propre taxation, selon la vieille jurisprudence NIMBY, not in my backyard. Ouais. Et donc, je vous ai interrompu. Et donc,
il me semble que ça plaide pour une reproblématisation des risques, où on remet en cohérence en réalité ce qui est de l'ordre de la vie de l'entreprise. Et donc l'entreprise n'est plus simplement orientée autour d'une fonction de production et d'une maximisation, d'une optimisation des coûts, parce qu'en théorie économique classique, l'entreprise c'est ça, hein, c'est un acteur qui maximise des coûts, autour d'une fonction de production microéconomique classique. Là, ça devient aussi un acteur sociétal, un acteur de société, et je pense que ça dépasse très largement toute la mode lexicale qu'on entend aujourd'hui autour de l'entreprise à impact, parce que l'entreprise à impact, la RSE, etc., c'est très bien, mais c'est facile bidon. de faire des phrases avec ça. C'est bidon. Je ne dirais pas que c'est bidon, parce que ça traduit de véritables progrès, une évolution des mentalités et de véritables changements. Mais je préfère finalement m'adresser au risk manager, parce que pour moi, en fait, le risk manager va se rapprocher de plus en plus de la direction de la stratégie. C'est-à-dire qu'il ne va plus être cantonné dans l'achat d'assurance ou dans tout ce qui relève de l'audit, de la maîtrise des risques, mais il va de plus en plus aller dans la direction de la stratégie, c'est-à-dire finalement le guidage, le gouvernail, l'orientation de l'entreprise. Myriam El Khomri, pardon, il n'y a pas dans tous ces sujets beaucoup de greenwashing, beaucoup de Bien sûr qu'il y postures, de prétextes, comment dire, d'acquisition à bon compte d'une signature et d'une bonne tête. Bien sûr que cela existe. La question, c'est surtout, aujourd'hui, on est dans une mondialisation médiatique. Et je pense que c'est le principal risque. C'est justement, c'est ce qui a trait à ce qu'on appelle la marque employeur, l'image de marque de l'entreprise. Et je pense que si ce n'est pas consistant, et pour les salariés en interne, parce que les salariés ont aussi un pouvoir en interne de l'entreprise, au-delà de la candidature dont on a parlé tout à l'heure avec Corentin, mais on voit bien qu'aussi on a des entreprises qui n'arrivent pas à garder leur talent, où il y a beaucoup... Voilà, c'est aussi parce qu'ils ne se retrouvent pas autour des valeurs. En gros, il me semble qu'on est dans une telle urgence, crise écologique, crise démocratique et même crise démographique. Enfin, j'ai rendu récemment un rapport à Agnès Buzyn sur l'attractivité des métiers du grand âge. On a là des domaines où nous avons besoin de personnel. Je pense qu'on est à un moment où les métiers utiles socialement sont sous-payés. Il y a une réalité par rapport à cela, un salaire moyen de 802 € lorsqu'on est dans l'aide aux personnes, alors même que nous en avons besoin. Et donc, on voit bien que le capitalisme tel qu'il a existé, aujourd'hui, nous met clairement en danger. Donc, il me semble que des entreprises de plus en plus ont envie d'améliorer les choses. À l'époque, on créait une fondation. Aujourd'hui, il y a des directions de développement durable. Si cette direction de développement durable n'est pas liée à la direction de la stratégie de l'entreprise, ça ne sert à rien. En effet, elle aura moins d'impact. C'est aussi ce positionnement-là qui est à interroger. On est courtier, on est dans les assurances. On voit tous l'impact de la transformation numérique sur les métiers de l'assurance. Bon. Face à cela, soit on attend et on va être dans des licenciements massifs de salariés parce qu'il y a une partie du métier qui va aujourd'hui s'automatiser, soit on fait des diagnostics d'employabilité de ses collaborateurs pour ne pas les emmener dans le mur. On a parlé donc c'est tout cela actuellement qui se fait et qui se fait de façon assez accélérée. Mais néanmoins, il y aura toujours du greenwashing comme ça existait. Voilà. Après, aux investisseurs, aux consommateurs, aux salariés aussi de reprendre aussi le pouvoir. Eh bien, je vais poser la même question à Emmanuel Duez, puisque vous avez fondé, alors ce Boson Project, je disais un cabinet conseil, non pas tout à fait, un think tank, pas tout à fait. En tout cas, votre métier, vous allez nous en reparler en détail, c'est d'accompagner la transformation des entreprises, des dirigeants, justement pour qu'ils intègrent toutes ces dimensions. Est-ce que c'est bien ça ? C'est complètement ça. Et en effet, les bosons, je tiquais, mais je le fais un peu exprès parce que c'est à l'image de plein d'initiatives qui sont très hybrides, comme le sujet d'ailleurs qu'on est en train d'adresser et qui mêlent les sujets politiques, les sujets économiques et les responsabilités. Oui, notre métier, c'est d'accompagner des dirigeants, des organisations,
des actionnaires aussi, et je pense qu'il ne faut surtout pas oublier de l'équation des actionnaires, parce qu'en réalité, c'est le vrai sujet. À partir du moment où on a un dirigeant qui s'engage, il n'a aucun pouvoir s'il n'est pas aligné avec le pouvoir financier, le pouvoir actionnarial. On les accompagne dans les transformations sociales, qu'elles soient culturelles, organisationnelles, managériales, pour essayer de réaligner les planètes, avec une dimension très militante qui consiste à avoir l'audace, le rêve, l'idéal, l'ambition d'une refonte du capitalisme. Peut-être pas pour que l'entreprise devienne politique, parce que pour le coup, j'ai tellement une haute opinion de la politique que je crois qu'elle doit garder un territoire régalien et qu'en aucun cas, elle ne doit aller sur le territoire de la politique au sens traditionnel du terme. Par contre, elle doit impérativement, je le pense, avoir une ambition augmentée d'elle-même. Et en effet, comme ça a été cité, je pense que la maxime de Milton Friedman, business is doing business, elle est clairement plus d'actualité, et qu'aujourd'hui, le but n'est pas que l'entreprise devienne politique, c'est que l'entreprise prenne simplement la mesure du rôle et de la responsabilité immense qu'elle a pour les hommes et les femmes de dedans, pour les hommes et les femmes de dehors, pour les territoires dans lesquels elle s'insère, pour la planète avec laquelle elle interagit. Et elle doit le faire pour des raisons ultra pragmatiques, à très court terme, de réengagement, de revitalisation de cette machine sociale à l'intérieur des organisations qui est défaillante. La France est le deuxième pays des burn-out après le Japon. 91% des collaborateurs au niveau international sont spectateurs de leur job. 98% des jeunes générations sont éco-anxieuses, ne veulent plus bosser dans des boîtes traditionnelles, etc. Donc, ne serait-ce que pour une raison simplement économique et pragmatique, une entreprise, c'est des hommes et des femmes qui s'abritent dans un projet collectif, qui se donnent pour que ça avance et pour que ça produise de la valeur, au sens économique et demain probablement social et environnemental du terme. Ne serait-ce que pour cette raison-là, il faut revoir la définition même de ce que c'est qu'une entreprise, parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Simplement promettre un idéal de croissance ou dire le statut, le salaire, une belle épopée entrepreneuriale, ça n'est manifestement pas suffisant. Mais quand on tire le fil et qu'on va sur du moyen et du long terme, ça dit quelque chose de super intéressant de l'époque. Ça dit que finalement les organisations, donc les leaders, c'est-à-dire les dirigeants et les actionnaires, ont un rôle à jouer, une responsabilité à prendre dans la société de demain, dans un contexte où le politique est de plus en plus faible et dans un contexte où on a besoin que les organisations s'engagent, deviennent des lieux d'apprentissage, deviennent des lieux de cohésion sociale, deviennent des lieux de sens qui ne sont pas promulgués, mais qui sont prouvés. Et donc c'est pour moi une impérieuse nécessité économique à court terme. Aujourd'hui, c'est un enjeu de viabilité des organisations. C'est très compliqué quand vous avez 30 ans et que vous parlez avec vos copains le soir pendant des dîners, de dire, voilà, je bosse dans une boîte qui n'a pas vraiment de sens, en fait, et je ne suis pas très fière. Ça devient super compliqué. Ma vie dans l'entreprise dit de moi ce que je suis. Comme je m'engage, je vote pour le monde de demain. Donc forcément, ça impacte et ça oblige l'entreprise. Je posais la question à Myriam El Khomri sur le greenwashing. Ce que vous voyez, vous, de l'état d'avancement de la transformation des mentalités et de ce que les patrons font pour faire bouger leur entreprise, vous ferait dire quoi? Qu'on est dans l'incantation, dans la prétention ou dans la réalité d'une transformation? Alors je trouve qu'on est dans une époque qui est intéressante parce que elle est vocale. On n'a jamais autant parlé de RSE, un peu moins, mais beaucoup d'environnement, beaucoup de raisons d'être, d'objets sociaux augmentés, etc., etc. Et pour autant, je ne suis pas certaine qu'en ce moment même, il y ait véritablement des transformations sincères, authentiques, profondes et très complexes du business model et du modèle social de l'entreprise. Parce que la réalité, c'est que quand on projette cet idéal de refonte du capitalisme et de maintien de la performance économique par la performance sociale, environnementale et humaine, ça nécessite des dirigeants et des actionnaires, des choix, du courage, du leadership et des renoncements. Et alors je pense qu'on n'est pas tout à fait dans cette époque-là, malheureusement. Je pense qu'on est dans l'époque utile, au demeurant,
où il est de bon ton de dire qu'on a une boîte engagée, qu'elle soit dans le capitalisme traditionnel, ou qu'elle soit une mutuelle, ou qu'elle soit quoi que ce soit, et que c'est compliqué de ne pas le dire. Mais un peu comme sur le sujet des femmes, ça permet d'ouvrir des voies, et ça empêche les retours en arrière. Donc aujourd'hui, beaucoup de dirigeants prennent la parole sans être parfaitement alignés, parce que l'alignement est un processus de temps long, de preuve, et je le redis, de renoncement, d'audit du système de création de valeur et de remise en cause des business models, et que ça ne se fait pas en 2 ans, et que ça n'est pas une histoire de fast fashion, de RSE, parce qu'aujourd'hui c'est l'environnement et demain ça sera je sais pas quoi. Mais néanmoins, en fait, ça permet de rendre le sujet absolument incontournable, et peut-être que dans 5 ans, on n'aura plus le droit de dire, ou ça sera plus possible de dire, bon voilà, j'ai une boîte, elle est hyper performante, on ne sait pas trop à quoi elle sert, pour la société, pour les humains, pour la planète, mais elle est, voilà, elle fonctionne bien, il y a de la super croissance. Peut-être qu'elle fabrique des biens et qu'elle ne fabrique pas du bien, après tout, non? Vous croyez que ce sera impossible à assumer? Je pense qu'en fait, ça sera compliqué à faire tourner. Ça sera compliqué à faire tourner parce qu'aujourd'hui, prenons juste une population qui a été évoquée par Myriam, les millennials. C'est une population qui est le bébé de la précarité du monde, économique notamment, qui vit dans l'obsolescence des compétences la plus totale, qui sait que ce qu'elle a appris à l'école est obsolète au moment où elle passe les portes de l'école, qui sait pertinemment, et elle est plus informée que jamais, qu'on consomme 1,7 planète par an, et que tout ceci n'est pas viable, qui se pose la question d'avoir des enfants ou pas, avec une culpabilité absolument immense. Et donc forcément, quand vous êtes un petit piou-piou de 25 ans, comme les enfants des gens qui sont dans la salle, et que vous arrivez dans le monde de l'entreprise, le monde du travail, le monde des adultes, faire le choix de vous engager pour une entreprise, ça doit dire quelque chose. Si ça ne dit pas quelque chose de vous et du monde auquel vous appartenez, alors je pense que vous ne vous engagez pas. Et c'est ça qui contraint en fait aujourd'hui le choix. C'est ça qui sera un révélateur. Denis Thérien, vous êtes le patron de la bande ici. Donc c'est à vous de nous dire si tout ce qui est évoqué ici est déjà dans les mentalités, et comment est-ce qu'il y a une demande des patrons pour ça? Vous formez des administrateurs, vous êtes une sorte de référence dans l'univers de la progression vers une autre façon de gérer les entreprises. Est-ce qu'il y a une demande des patrons? Alors, on peut voir la partie du verre à moitié vide ou à moitié plein. La partie du verre à moitié vide, c'est ce dont on a parlé. Est-ce qu'on est encore dans le greenwashing? Est-ce que Larry Fink, qui a fait une lettre fantastique il y a 1 an, le patron de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, 6 000 milliards. 6 000 milliards, a commencé à dire qu'il faut prendre les enjeux environnementaux dans nos décisions d'investissement. Donc on peut se réjouir de ça. Aux dernières assemblées générales, on a fait un compte des décisions qu'il avait prises pour l'environnement. Sur 70 propositions, il n'en a voté que 5. Donc, où sont les actions derrière les paroles? Aujourd'hui, tout le monde dans la salle continue de prendre la voiture et l'avion. Combien de personnes sont venues ici en train? Voilà, quelques-uns, je vois quelques-uns se voter. Voilà, c'est bien. Donc ça, c'est la partie du verre à moitié vide. Malheureusement, pour tous ces gens, la marée vient, le tsunami vient, et ce tsunami, c'est Corentin de tout à l'heure, et ce sont nous en tant que clients. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait peu de personnes qui en parlaient. Les François Lemarchand, qui a 20 ans à Nature et Découverte, disait « attention à la nature ». On disait « c'est un fou de, je sais pas quoi, communiste révolutionnaire », alors qu'il était dirigeant d'entreprise. Les patrons de L'Oréal et Danone, il y a 40 ans, quand ils ont parlé du meilleur partage de la création de valeur avec l'intéressement à la participation, là aussi on disait ce sont des fous. Aujourd'hui, ces gens-là ont enfin essaimé, et les jeunes comme Corentin le veulent. Donc on n'arrivera plus dans les entreprises à recruter si jamais on ne répond pas à ces questions. Deuxièmement, la même chose pour les consommateurs. On n'arrivera plus à vendre nos produits, c'est ce que dit Emmanuel, si jamais on ne prend pas ça en compte. Donc un dirigeant, qui le veuille ou pas, n'a plus le choix. Et donc ils viennent vous voir? Et donc ces dirigeants viennent nous voir en disant « qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'on est perdu. Comme le disait Emmanuel, ça ne se fait pas en
Ça ne se fait pas en un an. Si jamais aujourd'hui je Vous fais êtes en du train de vendre des PVC, formations longues. non, pas du tout. Ah bon, Si ok. jamais aujourd'hui je fais du PVC et je sais que d'ici 10 à 15 ans, il y aura quand même des sujets sur le pétrole, quel est mon business model? Donc par rapport à ça, on voit qu'il y a un basculement de la RSE qui était historiquement philanthropique, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur et on demandait au directeur général, voilà, qu'est-ce que tu fais avec cette création de valeur? Donc je diminue mes prix, je distribue plus de dividendes, j'augmente les salaires et, allez, j'en donne un petit peu aux fondations parce que ça fait du bien. Cette RSE maintenant doit devenir stratégique dans l'entreprise. Et c'est comment, non pas je réduis mes externalités négatives, mais je n'en crée même plus. Et c'est ce qu'on appelle l'ESG, environnement, sociétal et gouvernance. Et dans ce ESG, il y a le terme gouvernance qui est apparu, qui ne faisait pas partie de la pensée avant. Et pourquoi? Parce que le monde est trop complexe aujourd'hui pour un dirigeant. Le dirigeant doit tous les jours vendre des produits, recruter, former ses personnes, et il sait que ces sujets de climat, de dérèglement qui se passent, de régulations différentes, se vont de plus en plus vite et sont très complexes. Et c'est cette tension qui est très très difficile pour le dirigeant. Entre le court terme de gérer sa boîte, il faut quand même faire des profits tous les jours, il faut pour engager, pour investir, et aussi ces sujets de très très long terme. Est-ce que ce n'est pas un truc de riche? Je veux dire, est-ce que ce n'est pas un truc d'entreprise moyenne ou grande? Est-ce que vous pensez que l'essentiel du tissu entrepreneurial en France, petites entreprises, artisans, commerçants, ils ont ça dans la tête? J'aimerais dire c'est d'abord un truc de petite boîte. J'ai eu la chance de travailler pendant 7 ans dans le nord de la France. Dans le nord de la France, j'ai rencontré 2-3 personnes ici que j'ai rencontrées du nord, le territoire est le terreau de la création de valeur. Et donc, quand on sort de l'entre-soi parisien, on fait attention à son territoire, on fait attention à son prochain, parce qu'on sait que son prochain est déjà son voisin, premièrement, et on espère qu'il sera notre consommateur et que d'ici 10 ans, 20 ans, sa fille ou son fils travaillera aussi dans notre entreprise. Donc, je pense qu'en région, on est beaucoup plus sensible à ça, même si on ne l'a pas nommé. Le sujet a été plutôt pour les grandes entreprises dans lesquelles il y a une certaine déconnexion entre là où se passe l'action, dans les usines, dans les unités de vente, et là où se passent beaucoup des décisions, dans des sièges sociaux ou au niveau du conseil d'administration. Même question, je ne sais pas qui veut y répondre, peut-être Emmanuel ou Myriam. Même question sur les jeunes. On dit les jeunes. On avait un représentant de l'élite française qui est en train de finir son cursus à l'IX. Une des questions de la salle, c'est on parle des jeunes éduqués. Est-ce que tous les jeunes, ceux qui sont aujourd'hui en apprentissage, qui vont avoir des petits boulots, est-ce qu'ils sont sensibles à ça? Est-ce qu'ils vont refuser un boulot dans une entreprise qui n'est pas parfaitement nickel avec la RSE parce que c'est difficile à assumer dans un dîner? 2 éléments de réponse. Le premier, un élément générationnel. En fait, la génération dont on parle... Je suis interrompu, c'est terrible, j'ai le regard de Greta dans le dos, c'est effrayant. Ça tombe bien en fait, parce que elle est un des éléments de réponse. Très impressionnant. Voilà. La génération dont on parle, c'est une génération qui, d'un point de vue sociologique, est la première génération mondialisée. Donc oui, on peut parler des jeunes. On parle des jeunes qui sont connectés, on parle des jeunes qui sont conscients, qui sont informés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans les jeunes, comme dans toutes les générations, vous avez une fragmentation extrêmement importante. Et ça me permet de rebondir sur un sujet qui est très important pour moi. Évidemment qu'à la fin du jour, quand vous avez besoin de manger, vous allez assumer l'ambiguïté, être un peu schizophrène. Cynthia Fleury en a magnifiquement parlé. Vous asseoir sur un certain nombre d'attentes et d'idéaux en disant oui, j'ai peut-être prendre le job qui est un peu plus crade, mais qui est vachement mieux payé. Et ça, c'est vrai de tout le monde. Et il ne s'agirait pas en fait de pointer du doigt la jeune génération, parce que c'est un risque que l'on ressent beaucoup aujourd'hui dans les médias. En fait, cette schizophrénie, cette ambiguïté, le fait qu'on soit dans le « et », dans 93% d'éco-anxiété sur les 18-25 ans, et 100% d'entre eux qui vont chez McDonald's. En fait, on est tous donc, pareils. Ce que vous dites, pas de naïveté.
sûrement pas de naïveté, parce que je pense que l'apanage même de la nature humaine, c'est son ambiguïté. Aujourd'hui, nous sommes, vous et moi, une génération de transition. On est dans un monde qui est à réinventer. En cela, il est postmoderne. En cela, l'époque est extraordinaire d'opportunités et d'angoisse. C'est pas une histoire de jeunesse ou de vieillesse. C'est une histoire, à un moment donné, d'essayer un tant soit peu de s'aligner sans sombrer dans la culpabilité ou dans la culpabilisation, parce que ça serait terrible et ça fait le lit du populisme. Une question, merci. J'ai une question pour, à la fois pour David Giles et pour vous, Denis Thérien. Est-ce qu'il y a une gouvernance à l'européenne? Est-ce qu'il va y avoir au travers, on a parlé des différents modèles économiques, le libéralisme, la social-démocratie n'est pas américaine, n'est pas anglo-saxonne. Est-ce qu'il va y avoir des modèles et une confrontation entre des modèles de gouvernance d'un côté et de l'autre de ces grands pôles de modèles économiques? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux variantes du capitalisme qui dominent l'espace mental mondial. La première, c'est le capitalisme de type anglo-saxon. Initialement, c'est un capitalisme libéral et méritocratique. Oui. Et dans sa variante néolibérale, malheureusement, ces 20 ou 30 dernières années, il est devenu de plus en plus inégalitaire. Regardez les États-Unis, par exemple, c'est un pays où il y a un taux de croissance qui reste élevé, où il y a eu de très fortes créations d'emplois, mais à côté de ça, rien ne va. La démocratie traverse une crise profonde, c'est un pays qui ne respecte pas ses engagements du point de vue de l'environnement, qui s'appuie énormément sur les énergies fossiles. Donc on a un capitalisme anglo-saxon qui est en train de se dérégler. Face à ça, on a un nouveau type de capitalisme que j'appelle pour ma part le capitalisme politique autoritaire, qui est le capitalisme chinois. La Chine fait une éclatante démonstration que on peut très bien avoir un système capitaliste performant sans avoir la démocratie libérale. Oui. Et d'ailleurs, ça a un peu rabattu le clapet de tous les économistes et philosophes qui, dans les années 90, nous disaient mais la Chine va inéluctablement se démocratiser puisque l'innovation amène la décentralisation, la démocratie, les droits, etc. Pas du tout. La Chine est en train de devenir une puissance technologique et une puissance d'innovation hors pair. On le voit avec les débats sur la 5G en ce moment, avec ces avancées, ces percées dans l'intelligence artificielle. Et les libertés politiques, non seulement ne progressent pas d'un iota, mais l'innovation technologique est mise au service d'une entreprise de puissance. Voilà, et même de contrôle des individus. Et face à ça, effectivement, il y a une possibilité d'existence pour l'Europe sur un capitalisme ESG, si j'ose dire. Troisième modèle. Un capitalisme très différent. Troisième modèle, donc. Troisième modèle, voilà, qui est enraciné dans des territoires, dont la gouvernance est différente, qui privilégie la stakeholder value à la shareholder value, c'est-à-dire un alignement des intérêts des actionnaires, de la direction de l'entreprise, des salariés, des consommateurs, des gens qui vivent sur le territoire. Et effectivement, s'il y a bien un socle européen qui dépasse d'ailleurs les différents États et les différentes cultures rhénanes ou méditerranéennes, c'est bien ce capitalisme-là qui reste assez largement à inventer. Denis Thérien. Déjà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'inventer la manière dont on veut être gouverné. Si jamais on pense à... Qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance? C'est trois choses. C'est d'abord une croyance dans un système politique ou philosophique. Deuxièmement, c'est un mode opératoire. Et troisièmement, c'est pour servir des intérêts. On va prendre le système américain. La philosophie, c'est l'individualisme. Et c'est normal, ça s'est construit sur des gens qui venaient du Pays Basque, d'Irlande. Chacun venait dans ce grand pays et disait « ça, c'est mon territoire ». La preuve est que si jamais j'ai ma maison, quelqu'un vient chez moi, j'ai le droit de le tuer. Parce que il est chez moi. Donc cette philosophie, c'est l'individualisme. La manière dont les anglo-saxons, enfin les Américains opèrent, c'est le judiciaire et la compliance. Et pourquoi ils ont ce système? Parce que là aussi, il y avait quelqu'un qui venait du Pays Basque, qui se retrouvait face à un Irlandais, il ne savait pas de quoi parler, donc il ne se parlait pas, mais au moins il y avait une loi qui disait « tu as le droit de faire ça et tu as le droit de faire ça ». Et la troisième chose, c'est pour servir qui? C'est pour servir l'actionnaire. On en a parlé tout à l'heure. De l'autre côté, c'est le système chinois. Là, on est dans plutôt la philosophie du confucianisme. La manière d'opérer, c'est l'obéissance. Pour servir qui? Un groupe d'individus. Weiwei, dont on parlait il y avait le sigle tout à l'heure ici, c'est pour servir le Parti communiste chinois. Ces deux systèmes marchent bien. L'Europe est différente. L'Europe s'est fait avec des guerres, des paix, des différences de culture. Et on est beaucoup plus près du personnalisme d'Emmanuel Mounier de 1930. Et en Europe, on existe parce que l'autre existe. On existe car l'autre existe.
Deuxièmement, notre mode opératoire n'est ni l'obéissance ni le compliance, c'est une discussion dans un cadre de loi. Et tout ça pour servir qui? On en a parlé, des parties prenantes. Donc il nous appartient, à nous Européens, de définir les principes de gouvernance sur lesquels on veut être, qui vont nous aider à opérer. Et c'est la même bataille que l'on a avec l'euro contre le dollar. Il y a un combat politique autour de ça. Je veux dire, on a eu des lois après les faillites retentissantes aux États-Unis. Il y a eu des lois qui se sont imposées à l'univers entier et qui ont changé, qui ont imposé justement des exigences en matière de compliance, de vérification, de sécurité, de procédure. Ce combat-là, on l'a souvent perdu. Est-ce qu'il y a en matière de gouvernance un combat aujourd'hui entre ces systèmes que vous évoquez? Alors, ce combat se fait à divers niveaux. Premièrement, on a parlé tout à l'heure du politique. Le politique en Europe a voté la loi RGPD. Et les États-Unis, en commençant par l'État de Californie, a fait quelque chose d'à peu près similaire. Voilà un endroit dans lequel l'Europe a eu un leadership, et je remercie les femmes et hommes politiques qui ont pris ce combat. Ils sont très très bien arrivés et ça va devenir une norme. Est-ce qu'on est allé assez loin? On peut encore aller plus loin, mais c'était un exemple sur lequel c'était possible. Deuxièmement, c'est comme on n'a pas le choix, et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que vous soyez avec un Américain qui vient vous voir et qui dit « on va jouer au football ». Qui dit « ah ben super, on va jouer au football, il fait beau d'ailleurs dehors ». On sort dehors, et puis il y a le ballon, il le prend et commence à courir avec. Tu dis « non, 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 le football c'est avec le pied ». Il dit « non, non, le football c'est avec les mains, parce qu'on va jouer avec mes règles à moi ». Lui pense football américain. Nous, on pense ce qu'eux appellent soccer, ce qu'on appelle le football. Si jamais on joue avec leurs règles, on va perdre. Car leurs règles dépendent de leur philosophie, leur mode opératoire, et on ne sait pas gérer comme ça. Donc on n'a pas le choix. La chance, on a décidé à l'IFA de prendre ce combat, ou ce sujet. Nous nous sommes rapprochés des autres organismes qui travaillent sur la gouvernance en Europe, et on doit remettre d'ici 6 mois à l'Europe des recommandations sur ces principes. Une fois que ça sera fait, on a aussi pris contact avec le gouvernement français pour leur remettre ces principes de gouvernance. Mesdames El Khomri, est-ce que vous pensez qu'un jour, ce qui est aujourd'hui de l'ordre de l'encouragement, c'est-à-dire l'évolution du capitalisme et le comportement des entreprises, sera traduit par la loi? Est-ce que un État, en Europe par exemple, dira les entreprises doivent avoir une raison d'être, doivent avoir une partie d'elles-mêmes qui répond à une mission? Aujourd'hui, dans la loi Pacte est clairement indiquée cette question de raison d'être. Donc elle est rentrée quand même dans la loi. Mais c'est une incitation à peine d'ailleurs. Mais par exemple, pour faire le lien avec ce que vient d'indiquer Denis, moi j'ai envie de parler par exemple du devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, la loi sur le devoir de vigilance, elle a été prise en France. Mais on sait qu'elle n'a un impact que si c'est une règle de jeu internationale. C'est pour éviter des drames tels que le Rana Plaza. La vigilance, c'est une obligation pour une entreprise d'aller vérifier ce qui se passe chez ses fournisseurs. La chaîne de sous-traitance, de vérifier chez les fournisseurs, voilà, le respect des droits humains et des droits environnementaux. Moi, ministre à l'époque, je l'ai porté au moment du G20, du G7. Derrière, la présidence allemande du G7 a repris ce travail-là pour le faire, pour le reprendre aussi au sein de l'Union européenne. On voit bien qu'on peut servir d'aiguillon, mais on sait bien que les effets majeurs ne seront réels pour tous que si c'est mis en place à l'échelle internationale. Donc ce que je crois avant tout, c'est qu'aujourd'hui, les problématiques sont tellement complexes et tellement mondialisées que c'est pour ça qu'il y a une forme de sentiment d'impuissance du monde politique. Mais si la politique, c'est du récit et du commun, on a tous envie de faire le faire comme politique. Ça. Voilà. David et puis Denis. Non mais, ça fait écho à une question que je vois s'afficher sur l'écran. Le capitalisme ESG est-il possible seulement en Europe? Si le reste du monde ne suit pas, serons-nous compétitifs? La question de la compétitivité est fondamentale. C'est vrai qu'on pourrait se dire, si on se leste de règles, de normes ou même de valeurs
C'est un peu notre truc à nous. Hein. Voilà, qui dégradent nos coûts, on risque de perdre en compétitivité. Alors, il y a des outils. Vous avez un sourire un peu en coin, Myriam El Khomri, non? Mais le devoir de vigilance va être mis en place à l'échelle européenne, Non. c'est aussi la France. Ouais. C'est aussi notre... On est un petit peu poil à gratter, Non, mais je vous provoquais. mais si c'est pour faire avancer les droits l'exception humains et française, environnementaux, c'est plutôt une bonne chose. David. Il y a des outils qui existent. Je prends un exemple, le libre-échange. Nous sommes en train d'assister à la désintégration de l'architecture mondiale du libre-échange. Puisque les États-Unis, qui ont été les plus offensifs, avec la France d'ailleurs, dans les années 80, pour promouvoir un système d'intégration commerciale mondiale, en sont devenus les premiers contestataires. Et il n'y a aucune chance qu'il y ait un retour en arrière, même si Trump est battu l'année prochaine. Eh bien, il est possible d'avoir des accords de libre-échange qui soient davantage des accords de juste échange, c'est-à-dire dans lesquels on intègre des conditions environnementales, des critères de réciprocité sociale. Par exemple, la candidate à la présidentielle américaine, Elizabeth Warren, a proposé un plan sur le libre-échange en disant on ne signe pas d'accords commerciaux avec des pays qui ne participent pas au forum de l'OCDE de lutte contre les paradis fiscaux, avec des pays qui ne respectent pas les standards de l'OIT en matière de droit du travail. Et je peux vous dire que quand vous mettez des conditions comme ça d'accès au marché américain ou au marché européen, 470 millions de consommateurs, ça fait bouger. Ça fait bouger. Denis? L'autre exemple, c'est l'exemple qu'est en train de prendre des entreprises. Effectivement, chaque entreprise seule peut difficilement prendre ce combat. Et c'est là où on voit émerger, grâce à certains leaders, des coalitions d'entreprises. On peut en prendre un, c'est Kering, avec François-Henri Pinault, qui a dit il faut faire de textile et de l'habillement d'une manière différente. Les sociétés de Kering ne vont pas seules pouvoir changer le monde. En revanche, si jamais on se met 10, 20, 30 sociétés et ensemble, on change la manière dont on fonctionne, alors on va y arriver. Derrière ce qu'il faut, derrière cette action très courageuse qu'ont pris 20-30 sociétés, il faut que des consommateurs disent voilà, maintenant je vais aussi faire le choix de ce type d'entreprise pour aller travailler ou pour acheter. Et je crois qu'il n'y a qu'avec des coalitions d'entreprises qu'on arrivera à changer le monde, de même que ça a été des coalitions de pays qui sont arrivés à changer le monde. On a parlé à plusieurs reprises du rôle des investisseurs, rôle que vous mettez parfois en question, Denis Thérien. Une question là sur justement la possibilité, existe-t-elle d'ailleurs, d'intégrer les critères ou des critères, des exigences de RSE dans les systèmes de notation des Moody's et autres agences de notation internationales. Est-ce que ça n'est pas une solution? Est-ce que ce n'est pas un accélérateur fantastique? Oui, et j'aimerais dire, malheureusement, il y a un an, on a perdu un des plus grands actifs que la France avait, qui était Vigeo. Vigeo est une société de notation extra-financière qui a été vendue à l'étranger, qui a eu peut-être pas assez de clients français, il y a un peu de mea culpa à nous tous, et qui a eu besoin de cash pour continuer de se développer. Et Nicole Notat n'a trouvé personne que des anglo-saxons qui l'ont racheté. Malheureusement, ceci, je reprends sur la philosophie, donc c'est cette société qui a été rachetée par des capitaux anglo-saxons, va répondre à la philosophie anglo-saxonne et qui risque de tomber dans la compliance. Et on va en oublier l'humain, toute la partie sensible et humaine que Nicole Notat avait créée à Vigeo. Donc aujourd'hui, malheureusement, l'Europe, qui avait un petit peu d'avance, vient de faire 3 pas en arrière. Il nous appartient, à nous Européens, de définir comment nous voulons être mesurés. Et il vous appartient, à vous aussi dans la salle, à essayer de définir des moyens pour aider à mesurer ces risques connus et inconnus. Mais voilà un beau défi et une bonne façon de terminer cette table ronde. Merci beaucoup, merci David, merci Myriam. Emmanuel et Denis, merci beaucoup pour ce débat. On va passer la parole en léger.